Bonsoir à toutes et à tous, le Salon du Livre francophone de Beyrouth. On est en direct de cet endroit chaque soir depuis la semaine dernière jusqu'à demain 9 novembre. Le Salon du Livre francophone, ce sont des rencontres des auteurs, des petits, des enfants, des adultes, des éditeurs francophones et arabophones également. Mais c'est surtout une atmosphère à ne pas rater. Vous avez jusqu'à demain soir pour venir participer et assister à tous les débats, les tables rondes et les différentes signatures de ce salon qui reste encore. Pour commencer l'édition de ce soir, avec moi une invitée de poids, Madame Josiane Savigno. Bonsoir. Bonsoir. Le monde des livres, vous connaissez, vous aimez beaucoup. Oui. Depuis des années, donc, vous êtes entourée par des livres, par des auteurs. Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde. Vous avez été en charge de l'édition hebdomadaire, donc le supplément hebdomadaire Le Monde des livres durant de longues années. Et cette année, vous signez un ouvrage, bien à vous, qui s'appelle Avec Philip Roth. Pourquoi cet auteur américain si différent, si loin de votre culture francophone? Peut-être justement parce que j'aime bien l'altérité, j'aime bien aussi les romanciers arabophones, j'aime bien l'autre. J'ai pas tellement envie de voir que des gens qui me ressemblent. Et puis c'est vraiment une œuvre qui tout de suite m'a absolument plu, au point que j'ai eu envie d'aller le voir. Et donc cet auteur-là, vous dites dès le début, dès les premières lignes, c'est un auteur qui n'aime pas beaucoup les journalistes, qui n'est pas très sociable, si l'on peut dire, qui a ses idées, qui a tout son système, tous ses concepts. Et vous avez finalement pu le rencontrer il y a quelques années. Comment s'est passée cette première rencontre? Comment vous avez pu faire ça? Horrible. Il était horrible. Il était de très mauvaise humeur. Il regardait sa montre sans arrêt. Il refusait certaines questions qu'il trouvait trop universitaire, c'était vraiment désagréable. Et il jouait avec un trombone et à la fin il me l'a jeté au visage et je lui ai dit tant mieux, je suis une fétichiste. Et j'ai pensé que je le reverrais jamais de ma vie. Et ensuite je l'ai revu et puis après je l'ai revu chaque année, à chaque fois qu'il sortait un livre. Et donc vous l'avez accompagné durant de longues années et vous avez décidé d'écrire un ouvrage sur lui parce que lui, soudain, a décidé à 80 ans d'arrêter d'écrire. Oui. Donc soudain, ça vous a fait quelque chose? Oui, soudain il a arrêté d'écrire et donc au Monde on a fait un hors-série qui lui était consacré et il y a un éditeur de Gallimard qui m'a téléphoné et qui m'a demandé de lui envoyer tout ce que j'avais écrit sur Philip Roth. Et il m'a convoqué, il m'a dit mais le livre il est là, simplement il faut l'écrire. Et j'ai dit non, je ne veux pas. Et d'ailleurs je n'écrirai pas un mot si Philip Roth n'est pas d'accord. Et alors il a été d'accord, j'ai dû l'écrire. Depuis le trombone, il a changé d'attitude avec vous. Oui, en 20 ans, les choses ont changé. Et donc là, vous rédigez dans cet ouvrage-là qui est fascinant parce que moi, personnellement, je ne connaissais pas cet auteur qui est aussi très loin de notre culture, de la culture aussi arabophone et même francophone. Et on découvre un auteur très particulier qui est vraiment fou de fiction, qui est à cheval entre le réel et l'imaginaire. Il perd le lecteur. Et ça, vous avez pu trier, faire la part des choses dans ses romans, dans sa manière d'écrire, entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire en plus il est fasciné par le thème du double. Alors il s'est inventé un double qui était écrivain, qui s'appelait Nathan Zuckerman, mais un jour il a poussé la chose plus loin, il s'est inventé un double qui s'appelait Philip Roth et qui tenait des propos qui étaient très contradictoires par rapport à ses propres positions, qui était en Israël et qui disait aux Israéliens de sortir de ce pays qui n'est pas plus grand que la Belgique et qui n'a même pas une ville comme Bruxelles. Et il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'est un livre assez fou. Donc lui, il est vraiment atypique. Je pense que c'est l'un des rares juifs qui est contre les juifs, qui est contre la culture juive, contre tout ce que ça véhicule. Et c'est vraiment un personnage atypique que vous avez accompagné. Il a été considéré comme un très mauvais juif. Oui. Maintenant, les juifs lui rendent hommage parce qu'il est tellement... il y a même eu, pour ses 80 ans, dans la grande synagogue de New York, il y a eu une cérémonie où il n'était pas parce qu'il était malade, et moi j'y étais. Et on a lu un chapitre de Portnoy, et Portnoy et son complexe, c'était le livre qui a fait scandale dans la communauté juive, parce que ça abordait la question sexuelle. Justement, c'est beaucoup de controverses autour de Philip Roth. Comme vous le dites, Portnoy disait « J'en ai marre qu'on me dise que tout ce qui est juif est bien, et tout ce qui n'est pas juif n'est pas bien, j'en ai marre. » Justement, donc lui, il est contre, il a montré une autre version de ça. Dites-moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre ouvrage, parce que vous êtes aussi critique littéraire, c'est que lorsque lui parle de certains critiques
critiques littéraires qui assomment, qui sont là à assommer certaines œuvres. Vous-même, dans votre métier, vous avez été une critique littéraire dure, gentille, pas tellement dure. compatissante. En tout cas, j'ai jamais voulu assommer les gens. Et justement, je disais tout à l'heure à une de vos consoeurs qui m'interrogeait là-dessus que moi, quand j'avais dit du mal d'un livre, d'un écrivain, sauf si je trouvais un autre livre bien, plus jamais j'en reparlais. Parce qu'il y a une fille qui s'appelle Kakutani au New York Times qui s'est acharnée sur des années et des années et des années. C'est absurde. Donc c'est quelque chose qui est très particulier, la critique. Il faut savoir aussi l'apprendre. Vous en avez parlé hier lors d'une table ronde organisée par l'Association francophone des journalistes sur cette critique-là. C'est beau de voir comment en France on l'a fait, comment au Liban on l'exécute également. Merci beaucoup Josiane Savigno. Merci vous êtes toujours la surtout. bienvenue au Salon Merci. du Livre et sur J'adore le plateau de la Salon du Livre, MTV. j'y viens chaque année. Merci. Merci à vous. Le cœur en plein galop, jour de neige dans un grand mur qui me protège. Première neige, vertige en moi comme un manège. Jour bien tendre, comme ce quelqu'un qui vient m'attendre au bout du chemin. Nous poursuivons l'émission de ce soir avec un autre genre d'écriture, avec Carlos Hachahin. Bonsoir Carlos Hachahin. Vous êtes juriste, bibliographe reconnu du Moyen-Orient. Vous avez rédigé un ouvrage il y a quelques années qui s'intitulait Zahlé, donc c'était Zahlé avec votre épouse Nevin Hachahin. Et cette année, vous faites un genre très différent. Vous parlez d'un sujet qui est très délicat, mais qui est fort intéressant vu par vous, c'est la laïcité. Vous dites qu'il faut faire la différence entre laïcité et laïcisme. C'est quoi cette différence? La laïcité et laïcisme, vous me demandez là de résumer 300 pages en quelques mots, mais je vais essayer de Rapprochez le micro, s'il vous plaît. le faire. Oui. Écoutez, vous savez, Chesterton disait que le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles. Et laïcité et laïcisme, c'est la copie de laïcisme avec l'original qui est la laïcité. Le micro, s'il vous plaît, bien devant vous, oui. Donc c'est ça. Donc vous faites une différence très forte entre les deux termes. Et votre ouvrage, en fait, s'appelle La laïcité de l'État et sa contrefaçon. Et sa contrefaçon. Pourquoi vous avez décidé d'écrire un tel ouvrage maintenant? Parce que je crains fort dans le monde dans lequel nous vivons. Et d'abord, c'est un sujet d'actualité, cela n'échappe à personne. Dans le monde où nous vivons, je crains fort que ce qu'on prend pour la laïcité soit son fantôme, sa contrefaçon, et je dirais même son singe. Donc, vous avez signé votre ouvrage hier au stand de Clairefontaine. Et c'est un ouvrage qui est intéressant parce qu'il est en plein dans l'actualité aussi. Quand on parle de mariage civil au Liban, quand on parle de termes comme cela. Donc, c'est ce qui fait ressurgir cette notion de laïcité, n'est-ce pas? Voilà un exemple type de ce qu'on appelle ces vertus chrétiennes affolées. Dès qu'on parle de laïcité, on traduit directement mariage civil. Vous savez, la laïcité est une idée chrétienne. Elle a 2000 ans d'âge. Or, le mariage civil, justement, procède de cette autre idée qui est le laïcisme. Bien sûr, cela est une question très délicate. Le mariage civil est contraire à la doctrine de l'Église. Mais bon, l'Église, parmi ces questions mixtes, évoque le mariage comme une exception à la laïcité. Parce que le mariage est à la fois, va figurer l'union de l'Église et du Christ et l'union de l'homme et de la femme. C'est une des rares exceptions à la laïcité. Mais dans le contexte actuel, vous savez que dans l'Église catholique, il y a un point capital, c'est la liberté religieuse, qui signifie ceci,
que nul ne peut être contraint ni empêché de pratiquer sa foi. Donc, on ne peut pas faire de la foi une condition de citoyenneté. Carlos Hachahine, la dernière question, vous dites dans votre avant-propos que vous êtes appuyé sur des théories, sur des explications, des commentaires de théologiens et de philosophes catholiques de doctrine sûre. Vous avez procédé ainsi pour être sur de bonnes bases, n'est-ce pas? Et ma modeste contribution, c'est d'avoir mis en valeur cette prodigieuse pensée catholique, cette pensée qui s'est élevée au plus haut sommet d'un saint Thomas d'Aquin, d'un Maritain, d'un Charles de Coninck, philosophe catholique canadien, d'un Marcel de Corte, Villers, philosophe du droit. Tous avaient une convergence de vues. Mais aussi, tout ce qu'ils ont fait, c'est expliciter la doctrine de l'Église, celle des papes, inaugurée, si vous voulez, par Saint Jean Chrysostome, puis par nous sommes déjà au IVe siècle. Ensuite, Saint Gélas Ier, nous sommes au Ve siècle, dans les années 494. Et tout la suite des papes, Boniface VIII, au XIVe, etc. Donc des valeurs sûres sur lesquelles vous vous êtes basé dans votre ouvrage. Exactement. Donc la laïcité et sa contrefaçon. Merci beaucoup Carlos Hachahine pour cet entretien. Merci beaucoup. Pause publicitaire. Là où bat le cœur de l'océan, où tu dors au milieu d'un volcan et m'attends. Arrive avant le monde fini, avant que tous mes trains déraillent, le cœur en bataille. J'adore ces musiques bien francophones. Un grand merci à DJ Marc qui nous met cette belle musique et aussi à toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses, le réalisateur Shelbel Youssef, la productrice Carla Had et toute l'équipe qui travaille dans les coulisses pour que cette émission en direct du Biel qui dure depuis 8 jours et jusqu'à demain puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Avant de passer à l'entrevue avec la grande journaliste Meshidia qui est avec moi sur le plateau, je vais vous présenter à présent un reportage à propos de la mission laïque française qui a été donc effectuée il y a 2 jours, alors que le président de la mission laïque française dans le monde entier était au Liban pour lancer donc un prix très intéressant qui va durer durant toute l'année et donc qui parle donc d'initiatives humanistes. Ce prix-là est un prix qui va faire intervenir tous les étudiants de la mission laïque française, aussi bien à Beyrouth, pour ceux qui nous écoutent, que dans le monde entier. Donc nous allons voir le reportage tout de suite. Vous accueillir au Liban, vous venez souvent? Je viens très régulièrement depuis fort longtemps et très heureux de revenir pour un événement, c'est-à-dire le Salon du livre francophone, que je connais depuis quelques années, et surtout venu ici pour présenter cet ouvrage fondamental, les itinéraires humanistes pour notre temps, et nous avons décidé de le lancer ici à partir du Liban. Voilà. Avant de nous attarder un peu plus sur ces itinéraires humanistes et le prix que vous allez lancer qui va durer toute une année, le Liban au sein de la mission laïque française, ça a un sens particulier? Absolument. Le Liban, c'est notre matrice. La mission laïque est une vieille dame qui n'a que 110 ans et qui est née ici au Liban. Et notamment le grand lycée franco-libanais dont Madame de Castecker est la proviseure a été créé, je crois, il y a 109 ans là maintenant. Et voilà, donc, mais qui s'est trouvé une nouvelle jeunesse, parce que nous travaillons beaucoup sur les valeurs. Et parmi les valeurs, bien entendu, il y a l'humanisme. Donc je vais de ce pas m'adresser à vous, Madame Fabienne de Castecker. Vous êtes proviseure du Grand Lycée et coordinatrice du réseau MLF au Liban et en Syrie. Monsieur a parlé de l'importance des initiatives humanistes. C'est un prix aussi que vous lancez à travers cet ouvrage. C'est quoi en particulier ? Alors à travers ces ouvrages, nous avons effectué des travaux d'écriture, des travaux de lecture que nous allons présenter aujourd'hui. Des travaux qui mettent en place aussi des techniques pédagogiques innovantes à partir de l'informatique et aussi à partir de l'audiovisuel.
Donc c'est vraiment un engagement fort de tout le réseau Liban autour de ces valeurs humanistes qui sont mises en valeur par l'écriture et par la lecture. Et donc le prix que vous allez lancer, qui va durer toute une année, et il va porter sur quoi en particulier pour les élèves de la mission laïque française qui nous écoutent? Donc ça va être autour de quoi en particulier? C'est-à-dire que les élèves ont travaillé des textes qui sont justement dans ce livre, les itinéraires humanistes pour notre temps. Et à partir de ces textes, soit ils vont faire un film, soit ils vont écrire autour de ces textes et créer eux-mêmes d'autres textes. C'est un concours qui est fait pour relier toutes les écoles entre elles. Celle du Liban avec d'autres pays du monde et d'autres pays du monde avec la France, autour de cette notion d'humanisme, de l'écriture, de la parole. Tout à l'heure, vous aurez des exemples de poèmes chantés, écrits, etc. Et certaines classes vont produire et d'autres classes vont évaluer. C'est-à-dire l'humanisme, ça s'illustre de plusieurs manières. On parle sur l'humanisme et on parle sur les autres qui pratiquent l'humanisme. On les reconnaît et on les chante aussi. Très bien. Et donc vous, Madame Hélène Westbord, c'est vous qui avez proposé cette initiative d'écrire des textes de différentes langues autour de l'humanisme. Vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet en particulier, l'ouvrage? Oui, bien sûr, l'initiative était de faire un livre qui poursuive le livre qui existe, qui raconte l'historique extraordinaire dans le XXe siècle de la mission laïque. Aujourd'hui, il y a une grande évolution du monde, beaucoup, mais les valeurs de la mission laïque sont restées les mêmes, mais les valeurs de l'humanisme. Donc je pensais que faire un livre dont la provenance des textes venait de partout à travers le monde, de toutes les voix colorées, de toute nation et de toute culture, serait quelque chose de très important pour illustrer aujourd'hui ce que sont les valeurs de l'humanisme, comment on devient homme, comment on apprend et comment on reste homme dans des situations très difficiles face à la barbarie. C'est super, c'est un beau message que vous lancez donc à partir de Beyrouth et du Salon francophone de Beyrouth. Merci beaucoup à vous tous. Bonne chance. Donc, comme je vous l'avais promis il y a quelques instants, avec moi, la célèbre présentatrice et journaliste May Chidia. Bonsoir May. Bonsoir Elsa. Je peux te dire dès maintenant que je trouve beaucoup de difficultés à pouvoir t'écouter, oui, t'entendre avec plutôt. tout le courage du salon, justement. Mais vous avez décidé de déshabiller la télévision. Vous l'avez mise à nu. Donc, pourquoi vous avez décidé donc, de sonder en profondeur cette atmosphère médiatique? En fait, je raconte la petite et la grande histoire de la télévision libanaise depuis sa naissance en 1958 jusqu'à l'heure actuelle. Des péripéties, le lecteur pourra vivre avec moi vraiment les moments les plus durs que la télévision a connus depuis sa naissance en ce qui a rapport avec la censure, l'autocensure et puis la création de chacune des chaînes, l'octroi des licences. C'est passionnant à mon avis, non seulement parce que ça étudie le cas de chaque télévision à part, mais parce que grâce aux interviews que j'ai pu effectuer et que j'ai commencé en 2000 pour arriver jusqu'aujourd'hui, eh bien ça couvre vraiment toutes les chaînes avec tous les détails concernant leur ouverture, des fois leur fermeture, leur capacité à renaître de leurs cendres des fois, comme c'était le cas de la MTV par exemple. Justement, oui. Mais donc c'est un véritable ouvrage référence que vous avez là. Tout ce qu'on veut savoir sur la télé libanaise se trouve dans cet ouvrage. C'est une véritable thèse qu'on a ici, n'est-ce pas? En effet, j'ai commencé le livre, une grande partie du bouquin était ma thèse de doctorat que j'ai présenté en 2008 à Panthéon-Assas Paris 2. Et le sujet était la problématique, l'influence de la politique sur l'évolution du paysage télévisuel au Liban. La problématique, en fait, se pose d'une façon inverse également. Est-ce que les médias ont pu avoir leur influence sur le cours de la politique au Liban? Eh bien, j'essaie à travers ce livre de répondre à ces deux questions et d'arriver à l'analyse et à la réponse. Mais Chidia, sincèrement, qu'est-ce qui vous dérange le plus
dans le domaine de la télé et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Donc 2 questions. Ce qui vous dérange le plus, ce qui vous plaît le plus à la télé. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'actuellement la télévision ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était de notre temps. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de collègues à moi qui continuent à faire de la télévision, bien que moi j'ai arrêté en 2009. Mais il y a beaucoup de principes qu'on ne trouve plus à la télévision. Et j'explique vers la fin du livre, dans un chapitre consacré à l'audience, comme quoi cette course à ce qu'on appelle le rating, fait qu'on cherche plutôt actuellement le sensationnel aux dépens du vrai journalisme dans tous les sens du terme, que ce soit en ce qui concerne la politique, que ce soit dans les émissions sociales, culturelles, variétés, ainsi de suite. Peut-être dans le temps, au début de la télévision, on cherchait, comme on avait appris à l'université, que c'était plutôt destiné à l'éducation. Ensuite à l'information, ensuite à ce qu'on appelle variété entertainment. C'est devenu à un moment donné infotainment. Mais actuellement, il n'y a plus d'infos. Même dans les nouvelles, nous trouvons que on cherche à faire plaisir peut-être aux spectateurs. Mais il y a toujours des journalistes qui font bien leur travail. Il y a toujours des journalistes qui font bien leur travail. On va pas noyer tout dans la même masse. Mais qu'est-ce qui vous plaît je ne confonds pas tout le monde, je ne confonds pas toutes les chaînes également. Et puis, mais malheureusement, ça devient contagieux. Bon, et qu'est-ce qui vous plaît le plus à la télé? À la télé, c'est-à-dire, je ne sais pas si... personnellement, tu es un peu plus jeune que moi, toi, mais finalement, nous faisons partie d'une génération qui a connu la télévision depuis ses débuts, quand c'était en noir et blanc. Ensuite, c'était devenu en couleur, avec les barres couleurs pour annoncer le début des programmes. C'était finalement, il y avait le problème des fréquences, comme quand on a décidé d'octroyer les licences, on a prétendu que le problème, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment de fréquences pour donner à un grand nombre de chaînes télévisées. Oui. Mais finalement, après le UHF, VHF, voilà qu'on est passé sur satellite. Maintenant, nous sommes sur numérique. Alors, ce qui est admirable, c'est que nous faisons partie d'une génération qui a pu connaître l'évolution de la télévision avec toutes ses facettes. Mais Chidia, vous avez échappé, on le sait tous, par miracle, à un attentat qui était un message politique contre vous. Est-ce que vous pensez toujours, aujourd'hui, 9 ans plus tard, que les informations, les convictions politiques valent la peine de laisser sa peau dans ce métier ? On ne décide pas de laisser sa peau dans ce métier. Mais finalement, quand on décide de faire partie de ce monde, ce qu'on appelle la 4e puissance au Liban et partout au monde, c'est-à-dire on cherche les ennuis. Parce que tout le monde n'apprécie pas le fait de mettre la lumière sur la vérité, peut-être d'aborder des sujets que certains préfèrent garder dans l'oubli. C'est pourquoi finalement on laisse sa peau, mais moi j'ai toujours dit en ce qui me concerne, on aurait pu faire des pressions pour que je sois renvoyée du travail. On n'avait pas du tout besoin de mettre des explosifs sous le siège de ma voiture pour me faire taire. Mais il y a des assassins qui en voulaient non seulement à la peau des journalistes, mais à tout ce que le beau Liban pouvait représenter et tout ce que la révolution du Cèdre finalement en 2005 a essayé de prouver au monde entier. Même après, on a essayé de nous voler ce qu'on a pu réaliser malheureusement, mais n'empêche, la lutte continue, on ne se laissera pas faire. Mais Chidia, vous parliez donc de ce qu'on essaie de faire souvent pour cacher la belle face du Liban. Qu'est-ce que vous pensez des activités comme celle-ci, le Salon du livre francophone qui depuis 21 ans, c'est sa 21e édition, existe. On vous voit venir souvent ici cette année, je vous ai croisé plusieurs fois pour la signature de l'ouvrage, pour d'autres événements. Qu'est-ce que vous pensez quand vous êtes dans une atmosphère pareille, culturelle, intellectuelle ? Vous savez, il y a quelque chose pour nous qui sommes élèves des institutions françaises, les écoles catholiques françaises. On sent que pour nous, c'est un retour au bercail. Le fait de revenir à un endroit où on se sent de nouveau comme si on reprend nos études à l'école, à l'université. Et puis, la francophonie, c'est quelque chose de très beau. Vraiment, c'est une langue exceptionnelle. Hein, c'est une langue magique.
Et ça me fait de la peine quand je vois, même moi j'enseigne actuellement dans une école qui suit le système américain, mais c'est pas du tout la même chose. Le système français est un système vraiment à très haut niveau et la culture française, elle est si riche que même si beaucoup m'avaient cru pendant un grand temps que j'étais plutôt arabophone, parce que je maîtrisais parfaitement la langue arabe quand je présentais le journal télévisé, quand je n'avais mon émission, je jonglais avec la langue arabe. Mais finalement, à la base, ma formation est plutôt grâce à l'éducation française que j'ai eue. C'est une façon de penser aussi. Exactement. Justement. La façon cartésienne. Et puis, c'est une culture qui peut joindre le côté culturelle, la langue elle est très riche et en même temps on peut jongler avec la langue, on peut, quand on aime la langue française, on peut maîtriser toutes les autres langues, ce qui n'est pas le cas. C'est une base. L'inverse n'est pas vrai. C'est très vrai. Ça me fait plaisir de revoir que on croit des fois que le français n'est plus d'actualité, mais le fait de venir au Salon du Livre dans sa 21e édition et de voir tous ces jeunes, et puis comme pour les BD de 7 à 77, justement, tout le monde est là, toutes générations confondues, et puis les gens sont vraiment intéressés par toutes les nouvelles éditions, les nouveaux livres, ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir. Merci beaucoup May Shidja pour ce beau message sur la francophonie. Merci beaucoup donc d'être venu sur notre plateau en direct Elsa, du Biel. ma copine à la FEJ aussi. Oui, également. Merci. La présidente, nous te remercions pour tout l'effort que tu fais pour garder cette fondation, la FEJ, pour qu'elle occupe aussi l'association francophone de journalisme. Exactement, vous faites un très bon travail. Merci beaucoup May. Merci. Merci à vous. À présent, on change de registre. Nous passons à un monde très différent avec Dr Noha Baz, qui est aussi bien pédiatre que également diplômé des hautes études du goût et de la gastronomie. Donc vous êtes gastronome, on dit ça? Oui, je suis gastronome par passion. Justement, donc il y a des gastronomes qui ont une formation de tout ce qui a rapport au goût, à la bonne gastronomie. Et ce qui est intéressant avec vous, Noha Baz, c'est que vous êtes ici au salon pour deux raisons particulières. D'abord, on va parler du prix. Vous avez lancé cette année un prix inédit dans l'histoire du Salon du Livre francophone, qui est le prix Ziryab des ouvrages de gastronomie. Parlez-nous de cela et du gagnant de cette édition-là. Eh bien, le prix Ziryab, je l'ai lancé effectivement en janvier 2014. Il est destiné à récompenser un livre gastronomique qui raconte une belle histoire de tradition ou de transmission culinaire. Évidemment, les recettes et les photos sont importantes, mais ce qui est important, c'est l'histoire. Parce que pour moi, chaque assiette raconte une histoire, chaque plat raconte une histoire et c'est hyper important de faire connaître pourquoi ce qu'on mange est arrivé jusqu'à nous. Une autre passion que j'ai, c'est celle d'éduquer le goût des enfants pour en faire de futurs gastronomes et de faire en sorte qu'ils soient responsables de leur santé plus tard. Donc là, vous alliez vos deux métiers, pédiatre, gastronome, donc on fait les deux à la fois. Parce que je trouve que ça se complète vraiment très bien. Et dans mes consultations, je passe souvent 10 minutes à expliquer à une maman comment donner à manger à son enfant. Donc, ça, c'est un art à part, hein, c'est un art. Mais c'est un art, absolument. Et je trouve qu'on réussit vraiment quand on donne à un enfant le goût de bien manger. Docteur Baz, avant de parler de l'association des Petits Soleils, également dont vous êtes présidente, parlez-nous un peu du prix, du lauréat de cette année. Donc alors il est là, le lauréat, si on pouvait juste
juste l'appeler. C'est qui a remporté le prix? Je vais le dire parce qu'on le décerne dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Mais puisqu'on est en direct, ça va être une primeur. Mais il est là, si vous voulez qu'on le fasse rentrer, on peut le faire rentrer 2 minutes. Essayer. Mais d'abord, dites-nous son nom. Alors, pourquoi il a s'agit remporté de Guy le Martin prix. pour son livre Le Grand Véfour, qui est un monument. Déjà, le restaurant est un monument, mais ce que j'ai adoré dans ce livre et que le jury, dont M. Elie Razouzi fait partie, il est là aussi, ce qu'on a aimé, c'est que ce livre raconte toute l'histoire de ce lieu. Dans les jardins du Palais Royal, vous savez, le Grand Véfour, c'est une institution, c'est un monument. Et Guy Martin est un cuisinier hors pair. Il cuisine comme on peint, il cuisine avec amour, avec passion. Et il a institué ce qu'on appelle l'atelier Guy Martin, où il transmet aussi sa cuisine aux enfants. Donc on a tout pour se rencontrer en fait. Bon, ce qui est super, l'idée de ce prix m'a beaucoup plu parce qu'il y a tellement de beaux ouvrages de cuisine et de gastronomie. Les voilà, ce n'est pas seulement, on les voit justement à l'écran. Et Monsieur Elie Razouzi qui fait partie du jury. Donc le lauréat est là. Et moi je suis très fière qu'il vienne à Beyrouth. Il vient pour 24 heures, le lauréat, juste pour ça. Excellent, un chef aussi important. Visite, absolument, et c'est sa première visite au Liban. Bravo, Dr Baz, vous êtes toujours très dynamique. Vous êtes adorable, c'est vous qui êtes adorable. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi de ce que vous faites, c'est l'association Petit Soleil. Oui. Et c'est pour cette association que vous avez créé cet ouvrage, que vous signez ici, que vous avez signé au Salon du Livre. Que j'ai signé tout à l'heure, en fait. Cet ouvrage, c'est quelque chose. Bon, la dédicace que j'ai faite, c'est la cuisine, c'est de l'amour. Oui. C'est vrai que je suis passionnée de cuisine, mais toute maman qui cuisine le fait avec amour. Toute grand-mère qui cuisine le fait avec amour. Et je dis tout le temps que la cuisine est un plaisir éphémère, mais qui laisse des souvenirs inoubliables. Justement, c'est ça. Et on sent quand c'est cuisiné avec amour. Quand vous parlez de ça, de toutes ces mamans qui passent leur temps à cuisiner tous ces plats. Là, j'aimerais juste envoyer un grand coucou à ma maman. Parce qu'à part d'être médecin, elle nous cuisine toujours des plats savoureux. Votre et maman bien est médecin concoctés. Et médecin, justement. Alors, et aussi gastronome, quelque part. Parce qu'elle cuisine toujours des plats savoureux. En tout cas, je vois le résultat et le résultat est parfait. Merci beaucoup. Donc, à travers cet ouvrage, ce que vous faites, c'est que vous faites découvrir aux jeunes mamans comment faire manger leurs enfants, absolument. de 0 à... Toute la vie, en fait. On commence à 5 mois. Et à 5 mois, j'explique comment il faut introduire petit à petit les fruits, les légumes, la viande, le poulet. Et ensuite, comment faire des petits plats pour faire des petits gastronomes. C'est excellent. Est-ce qu'il y a une astuce particulière, un conseil particulier de votre livre que vous donnez comme ça en direct de notre émission ce soir? Alors, ne jamais forcer un enfant. Essayez d'avoir de l'imagination pour le faire amener lui au goût. L'emmener avec soi quand on fait son marché, lui expliquer qu'est-ce qu'on achète, lui expliquer comment on cuisine. L'emmener avec soi dans la cuisine. Ça, c'est hyper important. Très souvent, les mamans n'ont pas envie de faire entrer les enfants à la cuisine parce qu'ils considèrent que les enfants salissent, ça fait des dégâts. Non, laissez-les manger, laissez-les faire leur première expérience. C'est très important. Merci beaucoup pour ces conseils. Bonne chance pour la suite. Et bravo pour le prix. On attend la 2e édition l'année prochaine. Le prix Zyriam. Merci, Dr Baz. Au revoir. Mes leçons, mes devoirs. Et quand j'ai bien tout appris, elle vient finir la nuit dans mon lit. Même au pire moment de son histoire, jamais le Liban ne s'est laissé entraîner au fond du gouffre. Les Libanais n'ont jamais arrêté de surprendre par leur courage, leurs actions positives et leur résilience, de même que leur énergie à toute épreuve. Ce sont les mots de Tania Hadji Thomas Mehana, présidente et directrice donc des éditions Tamiraz, qui a lancé une initiative extraordinaire intitulée Positive Lebanon, et nous l'accompagnons chaque soir à cette initiative à travers des activités positives Made in Lebanon. Nous allons découvrir ce soir une nouvelle initiative positive bien de chez nous. Une initiative positive de plus ce soir dans la campagne Positive Lebanon avec Archive Day. Bonsoir Claudine Abdelmassir. Bonsoir. Parlez-nous un peu plus de Archive Day d'abord. L'Archive Day est né d'une initiative
du réseau MOHO, le Modern Heritage Observatory, qui a été créé en 2012 suite à une initiative de la Fondation Heinrich Böll Foundation pour unir un petit peu ou rassembler, disons, des centres d'archives et de documentation au Liban autour de leurs préoccupations communes. Et si vous voulez, la journée des archives a été célébrée pour justement sensibiliser la société, la population aux problèmes des archives et de ces centres qui souffrent quand même de manque de moyens et de capacités humaines. Bon, expliquons un peu aux téléspectateurs, c'est quand la journée des archives, depuis quand c'est célébré au Liban et c'est de quel genre d'archives que vous parlez en particulier? Alors, la journée, c'est une journée internationale qui a été décidée par le Conseil international des archives. Elle a lieu la journée le 9 juin de chaque année. Et elle a pour but de sensibiliser justement le grand public aux archives en créant des journées portes ouvertes ou alors des journées de conférences, de débats, de discussions. Et donc vous parlez de tous les types d'archives, toutes sortes d'archives, ou il y a des archives dans un domaine particulier? Absolument, on parle vraiment de l'importance de ces traces tangibles de notre histoire, que ce soit des manuscrits, des documents officiels, des livres, des documents d'architecture comme nous collectionnons dans notre centre, des photographies, des films, donc tout ce qui a trait à ce patrimoine plutôt récent qui recouvre un peu le 19e et le 20e siècle. C'est une période qui est quand même un peu méconnue et peu reconnue par le ministère de la Culture. Étant un patrimoine récent, on ne le considère pas encore comme patrimoine. Ce que nous cherchons à faire, c'est de faire valoir justement cette idée de reconnaissance, disons, de ce patrimoine récent. Et donc c'est une initiative de la société civile, comme vous, qui avez décidé de faire cela. C'est un peu aussi pour dire, vous dites récent, mais c'est quand même le passé. C'est mieux connaître le passé pour mieux construire l'avenir? Absolument. Le Liban est un pays récent, c'est un pays jeune. Toute son histoire moderne, indépendante, dérive d'initiatives très récentes, de personnalités libanaises, de photographes, de cinéastes, d'architectes et aussi d'écrivains, de politiciens. Donc si on peut rassembler toute cette histoire, toute cette mémoire, on a, si vous voulez, on a un meilleur regard sur son histoire. Et on peut, disons, avoir un esprit ou une vision critique et objective de ce qu'est notre histoire et comment on l'a forgée. Et dites-moi, en fait, les archives, c'est important. Vous parlez beaucoup d'architecture parce que vous-même, vous êtes architecte. C'est à travers, donc vous parlez aussi du centre dont vous êtes en charge. Parlez-nous en 2 mots de ce centre avant de clôturer. Alors, le Centre arabe pour l'architecture est un exemple parmi tant d'autres. Ce que nous faisons, c'est nous archivons des documents d'architectes, donc c'est les travaux, les projets des architectes, ainsi que leurs objets personnels, les écrits qu'ils ont laissés si jamais ils existent, des photographies, etc. Donc tout ce qui est en relation avec l'histoire des architectes libanais qui ont forgé le Liban moderne. Ça peut être aussi des étrangers qui ont exercé au Liban, donc tout nous intéresse. On essaie aussi d'avoir une portée arabe, une dimension arabe. Tout ça, c'est pour aussi rendre accessibles ces archives, parce qu'une archive, quand on la laisse dans des... Voilà, si elle ne sert à rien, elle va se détériorer avant même que quelqu'un puisse en tirer profit ou un intérêt, ou y trouve un intérêt. Donc l'idée, c'est de préserver ces archives pour les faire durer plus longtemps, autant qu'on peut, mais aussi pour pousser les gens à faire de la recherche historique, faire de la recherche sur l'art. On a aujourd'hui plein d'artistes au Liban qui travaillent justement sur les archives, sur la mémoire, et surtout comme dans la Fondation arabe pour l'image, qui travaille beaucoup avec des artistes.
c'est un centre d'archives, mais qui travaille aussi avec des artistes. Ce que nous essayons de faire, c'est exactement la même chose. Merci beaucoup. Avec les artistes, mais avec des historiens de l'art et de l'architecture. Merci beaucoup pour toutes ces informations et bonne chance pour la suite. Donc ainsi, une nouvelle initiative de Positive Lebanon à suivre tous les soirs dans l'émission spéciale consacrée au Salon du Livre francophone. Et si vous voulez plus d'infos, vous n'avez qu'à cliquer www.tamiraz.com. À demain. Donc, chers téléspectateurs, comme vous venez de le voir, le Premier ministre Tamam Salam était il y a quelques secondes ici au Salon du Livre francophone de Beyrouth. Et nous enchaînons avec un invité de poids également, Monsieur Michel Touma. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. 1924-2014, cela fait 90 ans que L'Orient le Jour existe. Peut-être pas dans sa forme actuelle, mais déjà il existait donc en tant qu'Orient seul, puis que le jour seul. Et vous avez consacré un ouvrage super intéressant, donc qui s'appelle 100 ans ou presque. On n'est pas encore à 100 ans, mais presque, où vous racontez l'histoire d'un quotidien et, comme vous le dites, l'histoire de tout un pays sur 9 décennies. C'est cela? Oui, en fait, oui. Il y a deux volets dans ce livre. Il y a évidemment la saga du journal, la petite histoire et les histoires du journal depuis la fondation de L'Orient en 1924 jusqu'à maintenant. En passant, il y a un chapitre entier sur le vécu de la guerre, comment l'équipe rédactionnelle a vécu la guerre du Liban au quotidien, ce qui n'était pas évident, évidemment. Il y a des histoires des enlèvements qui ont touché les membres de la rédaction. Il y a eu aussi des morts tragiques. Bref, donc il y a la saga du journal. Mais en même temps, à travers cette saga du journal, à travers les éditoriaux et les articles de fond, on passe en revue les débats et les courants de pensée qui ont jalonné les principales phases, les principales étapes de l'histoire du Liban et de la région. Ce qui fait qu'en fait, on fait un survol des principales phases de l'histoire du Liban et de la région depuis 1920. Alors, depuis 1920, c'est important parce qu'en fait, le Grand Liban donc, a été formé en 1920 et toute la région a été façonnée après l'effondrement de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale. D'où le fait que l'histoire du journal se confond avec cette nouvelle phase qui a marqué l'évolution de l'histoire de la région après les accords de Saïs-Picot. Donc c'est un sacré ouvrage de référence qu'on a entre les mains. Ça raconte un journal, ça raconte un pays, une région, donc, et toute une histoire. Quel est l'événement le plus marquant, d'après vos recherches, en écrivant cet ouvrage de notre pays, du Liban, de ce journal qu'est L'Orient le Jour? Oui, alors il y a plusieurs étapes marquantes, disons. D'abord, il y a d'abord les lendemains de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu les accords de Saïs-Picot, qui ont refaçonné le paysage géopolitique de la région. Alors ça, c'est une étape importante parce que toutes les crises identitaires et toutes les crises qui ont marqué et qui ont constitué une matière première à la presse pendant 90 ans, puisent leurs sources dans ces accords de Saïs-Picot et dans le façonnement de la région après la Première Guerre mondiale. D'où le fait que ça, c'est une étape importante. Et jusqu'à maintenant, on continue à ressentir les effets de ce qui s'est passé à cette époque-là, avec l'effondrement de l'Empire soviétique. Jusqu'à maintenant, ces crises identitaires ne se sont pas encore estompées. Donc ça, c'est une étape importante. Il y a évidemment l'étape du mandat français et la fin du mandat français, où il y a eu tout un débat et des courants de pensée qui ont façonné aussi la fin du mandat français pour arriver jusqu'à l'indépendance. Puis il y a eu l'époque du nasserisme, du courant nassérien aussi, qui a laissé son empreinte sur la situation au Liban et dans la région. La fondation de l'État d'Israël, évidemment, un peu plus tôt, jusqu'à arriver aux événements de 2005 et à la révolution du Cèdre,
là aussi, ça a été une phase importante. Donc là, vous parlez, Michel Touma, de l'histoire avec un grand H, avec tous ces événements importants. L'histoire avec un petit H, de vous en tant que journaliste dans ce quotidien, responsable et secrétaire général de la rédaction. Quel événement vous reste le plus en mémoire, si vous aviez comme ça à choisir un seul et vous dire, bon, ça reste marqué dans ma tête à jamais? Je pense que les événements qui se sont produits en 1982 lors du blocus israélien, lors du siège israélien de Beyrouth, a impliqué que l'équipe du journal, de même que l'équipe du Nahar aussi, a vécu des moments vraiment tragiques et vraiment difficiles. L'immeuble de la coopérative de presse a été bombardé en août, au début août 82, et nous étions dans l'immeuble. D'accord. Évidemment, par un miracle, il n'y a pas eu de victimes, mais l'immeuble a été touché de plein fouet. Et à la suite de ce bombardement, on a été contraint de suspendre la parution pendant 2 semaines. Et le lendemain, nous avons été contraints de passer à Ashrafi. Et ce passage, le lendemain d'une nuit infernale de bombardement israélien, ce passage de Hamra à Ashrafi a été vraiment une épopée. Nous avons formé un convoi et pour passer à Ashrafi, nous avons dû traverser la rue Bchar el-Khouri jusqu'au tunnel qui mène à Barbie. Et nous sommes passés devant des immeubles qui étaient en feu à droite et à gauche, comme un peu dans les films Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Liban? Les films de guerre. Je pense que cette période de 82 a été plus lorsque nous avons commencé à travailler à Ashrafi aussi. Là aussi, ce n'était pas du tout facile. Nous avons travaillé dans des conditions qui étaient vraiment très dures. Difficile. Et je consacre justement un chapitre à ça, au vécu de la guerre, parce que c'est pas seulement pour raconter notre petite histoire, parce que aussi à travers ce vécu de la guerre, on raconte un peu l'histoire de cette guerre libanaise, aux certaines étapes de cette guerre libanaise. Je m'étends un peu sur les enlèvements qui ont eu lieu au cours des 2-3 premières années de la guerre, parce que ça aussi, ça reflète un peu l'évolution du conflit libanais. Donc, à travers cette saga, je pense qu'on fait un survol de l'histoire et du Liban et de la région. Michel Touma, dans l'avant-propos de votre ouvrage, l'ancien ministre Michel Edé, qui est un grand francophile et un grand soutien pour l'Orient le Jour, souligne « Peu de journaux dans le monde peuvent se targuer d'avoir une histoire aussi remarquable que celle de l'Orient le Jour ». C'est tellement particulier, même au monde, on n'a pas tellement de journaux qui sont chargés d'histoire. Oui, c'est peut-être dû au fait que le journal a été fondé donc en 1924, juste au moment de l'histoire du Liban et de la région, qui était un tournant, on a basculé, qui était vraiment un tournant géopolitique profond, que ce soit pour le Liban, qui est la naissance du Grand Liban, qui est quand même un événement historique. Donc, le Grand Liban a été formé en 1920, le journal a commencé en 1924. Donc, le journal a accompagné ce point d'inflexion, si on veut parler un peu en termes mathématiques ou physiques. La région a été un point d'inflexion aux alentours de 1920, que ce soit au niveau du Liban ou de la région, du fait des accords de Sykes-Picot. Et le journal a été fondé juste au moment de ce point d'inflexion. Et le journal a accompagné toutes les contradictions et toutes les crises identitaires qui ont été l'aboutissement de ce qui s'est passé juste aux alentours des années 1920. D'où le fait que, comme dit M. Edé, le journal est vraiment chargé d'histoire parce qu'il a accompagné justement ces bouleversements. Cette phase importante. Ouais. Et le fait d'avoir détaillé le parcours de l'Orient le Jour, archive après archive, événement après événement, étape après étape, est-ce que cela vous rend plus fier d'appartenir à un tel organisme, une telle institution? Alors, vous avez employé le terme qu'il faut, institution, parce que personnellement, je considère, et beaucoup au sein de la rédaction, M. Edé est de cet avis aussi, que l'Orient le Jour est beaucoup plus qu'une simple entreprise de presse. C'est vraiment une institution nationale. Parce que hier, au cours de la rencontre qui a été organisée autour du livre, et l'ambassadeur de France a insisté sur ce point, l'Orient le Jour a vraiment joué un rôle fondamental dans la fondation de l'entité libanaise. Pas seulement parce que Michel Chiha, qui est le fondateur du Jour, a été l'un des pères de la Constitution, c'est un fait aussi.
Pas seulement parce que Georges Nakache, par la suite, il a joué un rôle politique du temps du wahhabisme, et pas seulement parce que Samir Frangi, disons, Naïla Moawad ont joué un rôle politique, mais parce que L'Orient le Jour a défendu un certain visage du Liban, a défendu certaines valeurs, a défendu certains principes nationaux, certains idéaux qui sont les fondements du Liban, ou plutôt qui sont les fondements du Liban auquel nous aspirons tous, et le Liban qui fait la différence entre les autres pays de la région. Donc L'Orient le Jour a été le porte-étendard de la défense de ces valeurs et de ces idéaux qui sont le véritable visage du Liban. Merci beaucoup Michel Touma pour tous ces détails, pour cette explication et pour votre venue sur notre plateau. Donc bonne fête à L'Orient le Jour et à Bel Elmié, comme on le dit. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pourrait t'abonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, on dit qu'il ne fait pas le bonheur, on dit qu'il n'a pas d'odeur et pourtant tout le monde court après. Non, ce n'est pas un rébut ou une charade, c'est le thème de notre discussion, c'est l'argent, les Libanais et l'argent. Ça a été le thème d'une étude qui a été menée par l'Institut des Finances. Avec nous sur le plateau, bonsoir. Lamia Mbayet, vous êtes directrice de l'Institut des Finances. Vous avez mené cette étude fort intéressante qui m'a passionnée, qui s'appelle donc Les Libanais et l'argent. Parlez-nous un peu plus de cette étude en 2 mots, comment vous l'avez effectuée et finalement les résultats les plus importants. Merci Elsa. Effectivement, à l'Institut des Finances Bassel Folayhan, on s'intéresse énormément à l'argent public puisqu'on est le centre de formation et de documentation du ministère libanais des Finances. Ces derniers temps, il y a quelques années de ça, il y a eu un fort mouvement pour améliorer l'éducation financière et surtout celle des jeunes. Et c'est après la crise économique mondiale et financière mondiale, on s'est rencontré qu'au fait, les jeunes connaissent très peu comment manier l'argent et partout dans le monde, calculer un taux d'intérêt n'est pas la chose la plus facile à faire. Un taux simple et difficile, mais surtout un taux complexe. Alors que nous le savons tous, nous sommes tous confrontés tous les jours à des décisions pour notre proche avenir. Le budget du jour, de la semaine, du mois. Excellent. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les résultats. En fait, j'ai découvert des résultats auxquels je ne m'attendais pas du tout, sincèrement. Bon, vous me dites d'abord, vous, quel est le résultat qui vous a le plus impressionné, puis je vous dirai, moi, ce qui m'a intéressé. Il y a plusieurs résultats intéressants. Peut-être sur la question des femmes, je dirais celui qui est le plus intéressant, c'est qu'elles sont moins impulsives que les hommes dans leurs achats, alors qu'on a toujours le modèle de la femme libanaise qui, dès qu'elle voit quelque chose qui lui plaît, elle va ouvrir son porte-monnaie. Justement, donc c'est la même idée. Ce n'est pas le cas. Donc là, vous dites dans votre étude qu'il y a plus de la moitié des femmes qui savent poser leur budget et qui sont moins impulsives que d'autres hommes. Donc là, on voit par exemple des schémas, des graphes intéressants entre l'homme et la femme. Tout à fait, différence entre l'homme et la femme. Au fait, la femme libanaise, surtout la mère de famille, elle est calculatrice. Elle fait son plan de son budget familial, elle le calcule bien, elle projette l'avenir. Par contre, ce qui est inquiétant, et surtout pour les femmes, c'est qu'elles ne préparent pas leur vieillesse. Et ça, on le voit dans les chiffres. À long terme. Elles ne pensent pas au long terme. Ce qui est aussi très intéressant, mais aussi inquiétant aussi, je dirais, ce sont les résultats concernant les jeunes, puisque MTV étant une antenne jeune quand même, une télévision jeune. Ce qui est inquiétant, c'est que sur 40% des Libanais jeunes disent qu'ils sont inquiétés pour l'avenir. Et ils ne préparent pas leur retraite et ils ne pensent pas même à la retraite. Je pense que c'est un défaut bien libanais. Voilà, c'est un défaut bien libanais. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne savent pas du tout calculer le taux d'intérêt pour leurs emprunts, alors qu'ils ont tous des cartes de crédit. Et que même sur, par exemple, calculer une escompte, les soldes,
20% ne savent pas la calculer comme il faut. Aussi. Donc, voilà. Pas évident, hein? Et dites-moi, en fait, à quoi sert une telle étude? Qu'est-ce que vous allez en faire là pratiquement? Donc, est-ce que ça a un but à moyen terme? Vous pensez à un projet encore plus loin? Tout à fait. Il y a dans le monde entier un mouvement pour améliorer l'éducation financière et surtout celle des jeunes. Alors, on parle d'un refonte des curriculums scolaires. À commencer, par exemple, au lieu d'étudier les maths, on met plus l'accent sur les maths finances. On pense à changer aussi de façon d'éduquer les jeunes, par exemple, au choix d'outils financiers, sur les comptes bancaires, le calcul des taux d'intérêt, projection sur l'avenir, planifier mieux leur budget. Penser à l'avenir dès maintenant. Ce qu'on essaye de faire, c'est on ne peut pas le faire seul, ce n'est pas un job à une institution, à un ministère. À travers cette étude, qui est une étude quand même nationale, donc sur 1200 ménages. 1214 ménages, voilà, assez comme représentative. On essaye juste de dire aux personnes, aux agences concernées, aux institutions publiques concernées, regardez bien les chiffres, pensons à l'avenir ensemble. On parle de la Banque du Liban, du ministère de l'Éducation, mais surtout aussi des banques libanaises qui s'intéressent beaucoup au marketing de leurs produits, mais qui devraient faire beaucoup plus sur l'éducation financière. De notre côté, l'Institut s'intéresse au côté argent public. Qu'est-ce que les jeunes savent de l'argent de l'État, de leur argent, leur citoyenneté, qui est l'expression de aussi de leur contribution aux impôts plus tard quand ils seront dans la vie active. Et pour cela, nous avons sorti un autre livre, je vous le remets, qui s'appelle Pourquoi on paye l'impôt. Ça, voilà. C'est en arabe, en bon arabe, en bon arabe, dessiné par Mazen Kerbaj. Donc c'est très ludique pour un thème extrêmement difficile qui est d'où vient l'argent de l'État, pourquoi on paye de l'impôt, à quoi ça sert, comment fonctionne un budget, c'est quoi l'État, pourquoi nous on contribue à l'État, quelles sont les plus grosses dépenses, comment on fait des choix, c'est quoi une municipalité. Ça, voilà. Aux enfants, pour commencer à les sensibiliser. Aux jeunes, on dit de 9 à 99 et je vous assure, il y en a plein pour tout le monde. Justement, c'est comme la bande dessinée et le salon du livre, c'est pour les petits et les plus grands. Tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est aussi donc de montrer qu'il y a des publications qui ne sont pas seulement culturelles ou intellectuelles au salon du livre. Il y a toutes sortes de publications, comme l'enquête dont vous venez de parler. Et vous participez souvent, vous, au salon du livre? L'Institut des finances Bassel Folayhan étant à l'origine un projet de coopération entre la France et le Liban, qui a commencé en 1996 est tout à fait francophone. Et on participe, on est des réguliers au salon du livre. On est aussi des réguliers au salon du livre arabe. Nous pensons que peut-être le Libanais a disons, une vision un peu négative par rapport à l'État. Ce qu'on essaye de dire, que l'État, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Il faut se rapprocher aux gens. C'est ensemble qu'on va construire cet État. Voilà. On l'espère meilleur. Voilà, tout à fait. On dit c'est en moment de crise qu'il faut penser à l'État. Et essayons sans État. C'est pas possible là non plus. C'est impossible. Merci beaucoup Lamia Mbaye, directrice de l'Institut des finances, pour votre apparition sur notre plateau. Merci, Elsa. Ça sera donc le mot de la fin, des mots, des histoires. Ça vous accompagnera encore demain au Biel, au Salon du livre francophone de Beyrouth. Nous serons au rendez-vous. Demain, ça sera la finale avec Nanette Ziadeh et moi-même, avec beaucoup d'invités, beaucoup d'événements, d'auteurs et d'entrevues importantes. Donc, rendez-vous demain à 17h15. Donc ça sera plus tôt que d'habitude. Ne ratez pas notre émission. Bonsoir.